Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui les travaux de la 15e séance du Conseil des ministres au Palais de la République. Et en RDC, Ebola est sous contrôle en un mois grâce à un vaccin et 2 médicaments. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Sous la présidence du président de la République, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 15e séance du Conseil des ministres. Cette question était à l'ordre du jour de cette séance, écoutant pour plus de précision le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 15e séance du Conseil des ministres en ce mardi 9 novembre 2021. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement du médiateur de la République. L'institutionnalisation du médiateur de la République dans la Constitution par la loi constitutionnelle numéro 92 de l'an 2010, 6e législature du 21 avril 2010, portant révision de la Constitution, manifeste la volonté du constituant de renforcer davantage notre organe d'arbitrage et de médiation. C'est dans cette perspective que la norme suprême, à l'article 90, nous renvoie à l'adoption d'une nouvelle loi organique précisant les attributions, le fonctionnement et l'organisation du médiateur de la République. La redéfinition des contours de l'institution, objet de la présente loi organique, vise d'une part à faciliter la saisine du médiateur en optant pour une saisine directe, conforme à la pratique et répondant aux exigences de nos concitoyens. D'autre part, d'élargir quelque peu les compétences du médiateur de la République, réaffirmant ainsi son rôle et sa position dans la protection des droits du citoyen, dans leurs relations avec les organismes chargés d'une mission de service public. En outre, l'action du médiateur de la République a été reconsidérée dans les régions de l'intérieur. Les délégués du médiateur disposeront de nouvelles attributions. La deuxième question est relative à un projet de décret portant adoption du deuxième plan national de développement, Djibouti ici 2020-2024. Le plan national de développement 2015-2019, dénommé SCAP, a constitué le premier instrument pour l'opérationnalisation de la vision Djibouti 2035. Il a pris fin en décembre 2019 et a permis la réalisation d'importants progrès, dont l'accélération de la croissance économique, la réduction de la pauvreté, l'amélioration des indicateurs sociaux et la construction d'infrastructures ultra-modernes. En dépit de ces acquis et progrès, le plan national de développement a identifié des défis dont les plus importants sont la persistance de la pauvreté et des inégalités spatiales et sociales, le chômage, les faiblesses des capacités humaines et institutionnelles et le changement climatique, tout ceci constituant des contraintes à un développement durable du pays. Pour répondre donc à ces défis et profiter des multiples atouts dont bénéficie Djibouti pour un développement durable et inclusif, le deuxième plan national de développement Djibouti ici décrit les intentions stratégiques du gouvernement pour la période 2020-2024 et définit les priorités consolidées dans 11 programmes phares. Il est parfaitement aligné à l'agenda mondial 2030 et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce nouveau plan national de développement a suivi un processus participatif des secteurs publics et privés, de la société civile et des partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, la CEA et la Banque mondiale. Djibouti, ici, donc, s'articule autour de 3 axes stratégiques qui sont l'inclusion, la connectivité et l'institution, et le renforcement des institutions. Les objectifs fixés par le programme donc Djibouti ici devront permettre d'avoir un taux de croissance du PIB de 8,5% à l'horizon 2025, de réduire l'incidence de la pauvreté à 28%, de diminuer l'indice de Gini de 0,42 à 0,35 en 2025 et d'améliorer l'accès de la population aux services sociaux. L'investissement requis
est très important et Djibouti va travailler avec ses partenaires pour pouvoir mobiliser les fonds nécessaires. Et le Conseil donc s'est poursuivi avec le reste des questions qui étaient à l'ordre du jour de cette séance. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La troisième question concerne un projet de décret portant agrément d'une société d'assurance islamique dénommée Atik SA. L'expansion du système financier islamique et l'environnement réglementaire assurantiel dans notre pays permettent aujourd'hui de libérer le potentiel de croissance du secteur des assurances, notamment dans le domaine de la finance participative. La nouvelle société d'assurance islamique dénommée African Takaful Insurance Company, en abrégé ATIC, a présenté et rempli toutes les conditions juridiques et techniques exigées par la réglementation des assurances pour l'agrément des sociétés d'assurance. Elle sera accompagnée par une réassurance Retakaful fournie par la société Africa Retakaful qui dispose d'une notation financière A auprès de l'agence Standard & Poor's. Cette initiative qui entre dans le cadre de la diversification des produits et services du secteur des assurances constitue une opportunité d'innovation et de développement de cette industrie et un nouveau levier pour l'inclusion financière. Elle soutiendra aussi le marché de la finance participative en apportant une couverture charia en conformité avec le secteur bancaire islamique pour sécuriser leur financement et leurs actifs. La quatrième question est relative donc à un projet d'arrêté portant application des dispositions du décret numéro 2021-191 de la présidence relatif à l'organisation du troisième recensement général de la population et de l'habitat. Cet arrêté vise à définir les attributions et le fonctionnement ainsi que la composition des différents organes en charge de la réalisation du troisième recensement général. Ces organes donc sont la Commission nationale du recensement, les commissions des régions, le comité technique de recensement et l'Institut chargé des statistiques. La Commission nationale du recensement est chargée de l'orientation et de la coordination des activités du troisième recensement général de la population et de l'habitat. Les commissions des régions coordonnent l'ensemble des activités du troisième recensement au niveau local et veillent à l'application et à la collaboration de toutes les structures déconcentrées. Le comité technique du recensement est chargé de donner un avis technique sur tous les aspects et opérations, ainsi que du suivi des méthodes et des outils utilisés dans le cadre de la réalisation du troisième recensement. Enfin, l'Institut chargé des statistiques est l'organe chargé de la réalisation matérielle du recensement. Pour les besoins des activités liées donc au recensement, il est créé au sein de l'Institut une structure ad hoc dénommée le Bureau central du recensement, donc à savoir le BCR. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant affectation des parcelles de terrain au profit du ministère des Affaires musulmanes. Il s'agit de 8 parcelles de terrain situées à Barwako 1 d'une superficie de 105 m² chacune, totalisant 840 m² afin d'accueillir une mosquée dénommée Khalid ibn al-Walid. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain 6 à l'Oyada au profit de la société Jibah Seafood Company SARL. Cette parcelle de 2,5 hectares est attribuée à titre onéreux à la dite société à raison de 800 francs Djibouti par mètre carré. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution également d'une parcelle de terrain 6 à Balbala Sud au profit de l'association Sanabil al-Khair. Cette parcelle de 11 000 m², 6 à Balbala Sud, est attribuée à titre onéreux à raison de 1 000 francs le mètre carré à l'association Sanabil al-Khair en vue de l'implantation d'un complexe pour orphelins. Plus que quelques heures avant le lancement de la 7e édition du Salon international du textile africain dénommé CITA, devant l'explanade du Palais du Peuple, des grandes tentes aux couleurs africaines sont érigées donc des stands aménagés, estampillés du nom de chaque pays. Plus d'une trentaine de pays présents se préparent donc à exposer leurs produits, des tissus de toutes couleurs ou styles tous dérivés du coton, communément appelé l'or blanc, et la principale culture donc de rente et d'exportation de plusieurs pays africains. Cette
Cette 7e édition du Salon international du textile africain qui se tient donc à Djibouti, qui aura un cachet particulier et tant attendu par tous les Djiboutiens, demain servira de tribune pour honorer le Made in Africa. Ce Made in Africa qui permet aujourd'hui de créer davantage de valeur ajoutée sur le sol africain. Pendant 3 jours, la République de Djibouti sera un véritable carrousel reflétant ainsi la diversité de l'identité africaine à travers ces tissus qui pourront séduire le public djiboutien. Exposition et vente sera donc accompagnée de défilés de mode dans la grande salle du Palais du Peuple. Ce défilé est une activité essentielle qui rompt donc avec la tradition des somptueuses soirées mondaines closes. Il sera organisé sous forme populaire pour les populations intéressées par la variation de leurs habitudes vestimentaires. Il offre également l'opportunité aux stylistes de démystifier leurs créations jadis destinées à une seule catégorie de personnes afin de diversifier leur potentiel clientèle. Par ailleurs, ce défilé de mode aux populations donc la chance de découvrir une nouvelle vision de l'approche comportementale en matière d'habillement. Défilé qui va durer 2 jours et qui sera un espace d'expression professionnelle pour les stylistes et couturiers et libérer donc leur potentiel sur le modelage du textile africain. En d'autres termes, il va offrir une tribune de visibilité nationale et internationale pour les stylistes, donc les couturiers, pour présenter leur créativité, le niveau de raffinement de leur talent et aux spectateurs djiboutiens l'opportunité de découvrir toutes les facettes d'utilisation du textile africain. Écoutons pour plus de précision la directrice générale de ce salon international. Alors, cette 7e édition se passe super bien. C'est le dernier virage et les petits plats sont mis dans les grands plats afin d'assurer à cette édition une réussite. Les délégations sont là, il y a de l'animation un peu partout, ça bouge de partout et chacun est en train de faire sa partition pour que vraiment l'ouverture ainsi que les autres activités se déroulent très bien. Donc, en tout cas, disons Alhamdulillah. Les choses avancent parfaitement et nous sommes convaincus que cela sera une grande réussite. Dans l'actualité également, dans le cadre de la politique du président de la République, donc concernant la décentralisation, une délégation conduite par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdan, accompagné du ministre délégué à la décentralisation, Kassim Haroun, s'est rendu hier donc dans le chef-lieu de la région d'Obok. Et l'objectif recherché de cette mission était d'introduire les nouveaux magistrats des régions, identifier les sites qui peuvent accueillir provisoirement le tribunal régional qui couvre les régions d'Obok et de Tadjoura, inspecter l'état de la prison d'Obok et le terrain alloué au ministère pour le futur tribunal régional par la préfecture d'Obok. Accueilli donc par le préfet de la région d'Obok et du président du conseil régional, la délégation s'est entretenue avec les autorités locales sur les objectifs de la mission du ministère, l'analyse des besoins de la population en matière de justice ainsi que des projets du ministère de la Justice pour les régions du Nord dans l'esprit de rapprocher l'administration judiciaire et pénitentiaire des administrés des régions du Nord du pays. Après cette réunion, donc, la délégation a participé à une autre réunion, cette fois-ci au conseil régional avec les autorités coutumières, les locales et les responsables de la société civile. Les tenants et aboutissants de la rencontre étaient pour le ministère de la Justice d'exposer aux justiciables bokois qu'un tribunal sera désormais installé dans la ville de Hayou pour couvrir aussi bien la région d'Obok que la région de Tadjoura. Une nouvelle donc accueillie donc avec enthousiasme par les participants de l'Assemblée pour témoigner de leur adhésion au processus de décentralisation et de déconcentration des services judiciaires du ministère de la Justice. Par ailleurs, les participants ont remercié vivement le président de la République pour l'installation du tribunal à Obok, qui est une de leurs doléances satisfaites. Et par la suite, donc, la délégation a entrepris une tournée dans la ville d'Obok et a visité la prison d'Obok et se fout le tour également de la visite du terrain de 600 mètres carrés alloué au ministère de la Justice pour l'édification du futur palais de justice des régions du Nord du pays. Et pour terminer, la délégation ministérielle a visité les locaux du bureau du Madoum de la ville d'Obok, qui n'a pas manqué de présenter ses différents dossiers et les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. Écoutons à présent donc une des autorités de la région d'Obok, notamment le préfet Abdelmalik Mohamed Benouita. Nous accueillons aujourd'hui le ministre de la Justice, accompagné de son collègue, pour nous évoquer un sujet qui nous tient
et qui tient ô combien au niveau de la population, qui a son degré d'importance. Je laisserai les ministres exposer ces points. Toutefois, on en a discuté un peu en aparté. Je sais que la population aubokoise saura bien accueillir cette réponse à une des doléances exprimées aussi par la population et la volonté surtout du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Je ne vais pas m'attarder sur ces points. Je vous souhaite en tout cas bienvenue dans cette ville d'accueil. Al-Hibar Rassou, on dit souvent à Dobok. Soyez chez vous, monsieur le ministre. Écoutons à présent une des autorités, des membres du gouvernement accompagnant le ministre de la Justice, notamment le ministre délégué à la décentralisation. Je suis venu aujourd'hui accompagné de mon collègue de la Justice. C'est pour répondre à une des doléances que le peuple aubokoise ont demandé au président de la République dans le cadre de la décentralisation. Le ministre de la Justice va évoquer, va parler de son projet, mais c'est un projet qui servira aux Aubokoises et aux Aubokois. C'est un projet qui va répondre à certains besoins des Aubokois, des Aubokoises. Et je vais laisser sans tarder la parole au ministre de la Justice pour proposer, pour discuter, pour exposer son projet. Et justement, le ministre de la Justice donc, a expliqué que toutes les affaires judiciaires concernant les régions d'Obok et de Tadjoura seront désormais du ressort du tribunal d'Obok. Il a ensuite terminé par l'introduction de 3 magistrats qui seront bientôt en place à Obok, même une fois la réhabilitation des locaux du tribunal terminée. On écoute le ministre. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour quelque chose de très important pour la nation djiboutienne, et particulièrement pour tout le nord du pays, et très particulièrement pour la région et la ville d'Obok. Il s'agit de mettre en place le tribunal de première instance et le tribunal charia à Obok, pour que les justiciables obokois n'aient pas à s'adresser à la justice à Djibouti et qu'ils puissent voir leurs besoins traités ici, localement. Dans l'actualité également, le Sheraton Hotel a abrité hier le lancement d'une formation internationale portant sur la santé mentale et l'appui donc psychosocial. Et c'est le ministre de la Santé donc qui a présidé cet atelier, le docteur Ahmed Roublé, qui a pris part donc aux côtés de la chef de mission de l'OIM, Stéphanie Davio, et du chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, au lancement donc d'une formation de 4 jours portant sur la santé mentale et l'appui psychosocial communautaire en situation d'urgence. Cet événement qui se tiendra donc dans notre pays du 8 au 11 novembre rassemble les représentants des différents départements impliqués dans ces thématiques. Une formation qui permettra aux participants de faire un état des lieux sur les programmes et approches de santé mentale et soutien psychosocial dans différents pays, d'échanger des bonnes pratiques et de créer une plateforme régionale pour faciliter le partage d'informations, d'outils et d'approches conjointes entre l'OIM, les acteurs de la société civile et les entités étatiques. Et le chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne donc, a déclaré durant ce séminaire que peu de pays disposaient actuellement de toutes les ressources humaines en vue de gérer les troubles psychiatriques et psychosociaux dans les contextes migratoires. Et de son côté, la chef de mission de l'OIM a mis l'accent sur la particularité de cette rencontre. Il s'agit, a-t-elle indiqué, de la première fois qu'une telle formation est organisée en Afrique par l'OIM, mais aussi pour tous les pays africains de langue française. On les écoute. Vous savez, l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, travaille de concert avec les gouvernements, la société civile, les donateurs pour répondre à différents défis migratoires. Et l'un de ces défis, c'est d'assurer l'accès à la santé et notamment l'accès à la santé mentale pour les migrants et pour les populations vulnérables djiboutiennes. Et je tiens tout particulièrement ici à remercier le ministre de la Santé qui, très récemment, nous a informé qu'on allait pouvoir compter sur le support
de personnel psychiatrique dans notre centre à Obok, un centre qui accueille des migrants vulnérables qui sont en route pour le Yémen ou qui reviennent du Yémen, et qui a pris ces questions de santé mentale très à cœur depuis qu'il est au ministère. Je tiens bien évidemment également à remercier l'Union européenne qui nous accompagne dans toutes nos actions migratoires et notamment sur toutes les questions de santé, une action d'autant plus importante durant cette période de Covid-19. Je pense que l'accompagnement psychosocial est un maillon fondamental dans la prise en charge et l'accompagnement des traumatismes. Il s'agit d'arriver à libérer la parole, partager les blessures et les souffrances que ces gens ont subies. Il s'agit aussi de témoigner dans un contexte où menaces, violences sont malheureusement quotidiens. Il s'agit de protéger. Et je pense que dans cette action que nous entreprenons à travers l'OIM, je pense que ceci correspond d'une part à une grande priorité de l'Union européenne pour les années à venir. La prise en charge des migrants fait partie des 5 grandes priorités de la coopération au développement. La prise en charge des migrants, mais pas n'importe comment, dans la logique du pacte mondial pour les migrations, dans les logiques du cadre global pour la prise en charge des réfugiés, on se préoccupe des migrants, des réfugiés et bien sûr des populations hautes. C'est important de le dire, c'est même le titre de notre programme d'action à Djibouti. Et de son côté, le ministre de la Santé a mis en exergue la longue tradition d'hospitalité de notre pays. Notre pays, donc, a-t-il indiqué, se trouve dans une zone géographiquement très tourmentée et ceci engendre des mouvements de population qui se déplacent constamment. On l'écoute. Et comme vous le savez, nous avons à Djibouti ici 3 camps de réfugiés. Nous avons une population flottante qui est très importante. Nous avons également des migrants. Nous sommes un pays de transit. Au cours de leur périple, ces personnes-là donc sont soumises à de fortes pressions psychologiques. Ce sont des gens qui sont déracinés, qui traversent donc des contrées qui sont inhospitalières et qui sont difficiles pour eux. Et tout ceci donc engendre des soucis psychologiques, psychiatriques parfois. Et donc, comme vous le savez, la composante de la santé mentale et du soutien psychologique est une composante très importante dans la prise en charge donc, des migrants. Le ministère de la Santé ne ménage aucun effort pour apporter des soutiens, secourir ces personnes migrants qui traversent chaque jour le territoire djiboutien. Nous avons récemment commencé à vacciner donc, les réfugiés, les migrants, voire même les populations donc, flottantes qui sont au niveau de la capitale, mais aussi dans les régions sanitaires. Djibouti, mon pays, est un lieu, un havre de paix, une tranquillité dans cette oasis de conflits et des problèmes dans cette région de la Corne d'Afrique. Et nous sommes dans cette lignée de soutien, mais aussi d'intégration, d'inclusion des populations qui arrivent. C'est dans la parfaite ligne de la politique du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Et mon département donc, se réjouit et va continuer donc, à soutenir les soutiens, en tout cas cette prise en charge, va continuer à appuyer l'OIM, mais aussi les autres partenaires qui œuvrent vraiment dans le bien-être de ces migrants. Dans l'actualité également, les évaluations nationales indépendantes ont eu lieu donc hier à destination de tous les élèves scolarisés en classe de 2e année de l'enseignement public, soit près de 13 000 élèves, et menées par les cadres du service de l'évaluation des apprentissages du secrétariat exécutif du CSE en collaboration diligente et efficace avec les départements idoines du MENFOP. En effet, les livrets d'évaluation ont été conçus sur la base des curricula révisés avec la collaboration des entités chargées de la pédagogie
biologie et de l'enseignement. 2 disciplines considérées de base, française et mathématiques, sont concernées pour le moment par ces ENI et sont évaluées en conformité avec les tableaux des niveaux d'apprentissage, 6 niveaux en français et 5 en mathématiques validés par l'institution. Le format en est particulier. D'abord, il s'agit de questions à choix multiples qui permettront d'identifier si telle compétence spécifique est maîtrisée ou pas par tel élève de telle école et ainsi de dresser une cartographie au niveau national du niveau de maîtrise des compétences des élèves dans les dites disciplines et d'identifier les acquis et les lacunes pour assurer un meilleur suivi des apprentissages. Ainsi, à la fin du cycle 1 de l'enseignement fondamental, les élèves sont-ils supposés au moins... Sabi a accueilli hier la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, et sa délégation, et ce dans la continuité de sa tournée de prise de contact avec les services décentralisés de son département. La ministre donc s'est rendue dans la localité de Assamour. Ce fut aussi pour elle l'occasion d'évaluer l'état d'avancement des projets et programmes mis en œuvre par le ministère dans la région. À son arrivée à Assamour, la ministre, accompagnée par une forte délégation, a été accueillie par le préfet de la région, Moussa Aden Migane, et par les parlementaires natifs de la région. En effet, à Lissabié se trouvent des coopératives agricoles et artisanales et ce fut l'opportunité pour la ministre et sa délégation d'assister à la transformation des fruits de la coopérative en confiture, produits issus de leur jardin. Ce travail donc leur a été possible grâce à l'octroi de bocaux et d'un conteneur qui fera désormais office d'unité de transformation de produits agricoles, ce qui est un premier pas vers la commercialisation des produits du terroir. La délégation était composée de proches collaborateurs de la ministre, des partenaires au développement et de représentants de l'Union européenne et du PNUD. Après l'accueil des salutations d'usage, les hauts responsables qui se sont succédés donc à la parole ont dans leurs mots respectifs mis l'accent sur l'autonomisation de la femme à travers l'inclusion totale et la promotion de la parité. Depuis 2019, on a signé une convention avec l'État djiboutien. Le projet, c'est un projet qui s'appelle FEMFI, donc avec l'objectif de l'autonomisation des femmes et le respect des droits des femmes et des filles à Djibouti. C'est aussi un plaisir pour moi parce que l'égalité des genres, on voit ici, c'est une valeur fondamentale pour l'Union européenne. Je vois ici un peu le savoir-faire traditionnel que je reconnais depuis mon enfance. Et j'avoue que c'est beaucoup d'inspiration pour moi de voir que ces savoir-faire, les connaissances traditionnelles, ça continue. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin successivement dans son cabinet les récents médaillés que se sont distingués donc dans les championnats internationaux. Il s'agit en premier lieu du trio féminin Rahma Abdelrahman Hussein, Nassima Mahmoud Omar et Saradou Mahmoud Qayyad, médaillés de bronze au dernier championnat arabe de tennis de table qui s'est tenu à Amman en Jordanie du 10 au 16 août dernier. Elles étaient accompagnées du président de la fédération de tennis de table ainsi que des membres exécutifs de la fédération. Et saluant les parcours et les résultats affichés par les filles, le secrétaire d'État au sport a rappelé que cette prestation sportive s'inscrivait dans le cadre du programme de développement du sport depuis la base initiée par son département en 2017, qui consistait à détecter des jeunes talents filles comme les garçons et les encadrer et former au minimum durant 4 ans avant de les engager dans les compétitions internationales. Après donc les pongistes, c'est le jeune prodige de la natation djiboutienne Daoud Haroun qui était à l'honneur. Il était également accompagné du président de la fédération djiboutienne de natation. Pour rappel, le jeune Daoud s'est illustré lors du dernier championnat arabe de natation à Abu Dhabi en remportant la médaille d'argent dans la catégorie 50 mètres brasse. Le numéro 1 du département n'a pas manqué de féliciter le jeune homme fort de la natation djiboutienne, d'exprimer ses encouragements pour qu'il persévère sur la voie de la performance et du succès. Il faut noter également que les entrevues se sont déroulées en présence du secrétaire général du secrétariat d'État, du directeur des sports ainsi que de responsable de la communication. En guise de reconnaissance, le ministre a décerné à ses hôtes, pongistes et nageurs, des plaques honorifiques avant la traditionnelle photo de famille.
Et fait divers pour clore l'actualité nationale durant la semaine dernière, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié ont mené des opérations successives dans le but de freiner des activités de contrebande dans la région. À cet effet, les enquêteurs d'Ali Sabié, s'appuyant sur l'exploitation d'informations, ont réussi à mettre en place des dispositifs de bouclage et d'interpellation en vue d'éradiquer ces pratiques d'activités souterraines nuisibles à l'économie du pays. Pour ce faire, les gendarmes ont d'abord ciblé un point de revente de carburant illicite ravitaillant les automobilistes avec des carburants de contrebande. Ce carburant extrait depuis les camions transitaires ne remplit pas les critères de dédouanement. En effet, dans une gargote située près de l'axe routier route nationale 1, faisant guise de station-service clandestine, les gendarmes découvrent un grand fût de gasoil et 31 jerrycans de 25 litres. L'ensemble de ces produits illicites ont été saisis. Ensuite, 2 jours plus tard, dans la brousse en périphérie de la ville de Dikil, les gendarmes ont débusqué, caché sous un arbre, des jus de fruits issus de la contrebande également. Les gendarmes découvrent en effet 480 canettes de jus de mangue et 210 bouteilles de jus de mangue également. Ces jus de fruits de contrebande ont été minutieusement cachés par les contrebandiers pour échapper aux forces de l'ordre. L'ensemble des personnes impliquées ont été présentées donc devant la justice, puis incarcérées à la prison de Gabod. En nouvelles du monde à présent, République démocratique du Congo, Ebola sous contrôle en un mois grâce à un vaccin et 2 médicaments. 6 décès et 2 guérisons, c'est le bilan d'un mois de lutte contre une résurgence d'Ebola dans la région de Beni, dans l'est de la RDC, où le vaccin et 2 médicaments ont permis de stopper la propagation du virus. Au total, 8 malades seulement ont été recensés pour 489 cas contacts suivis par les équipes de riposte sur 573 contacts identifiés de début octobre à début novembre dans la province orientale du Nord Kivu. La même stratégie avait été expérimentée contre la précédente épidémie d'Ebola à Beni entre février et mai, durant laquelle des centaines de personnes avaient été vaccinées et seuls 12 cas enregistrés, dont 6 décès. Un succès comparé à la plus forte poussée de fièvre hémorragique Ebola de l'histoire de la RDC, qui avait infecté 3470 personnes et fait 2287 morts entre août 2018 et juin 2020. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.